c'est Marion Maréchal. Bonsoir madame, vous êtes vice-présidente du parti Reconquête, vous êtes aussi la cofondatrice de l'ICEP à Lyon, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques. Alors est-ce que vous regardez des séries? Pas souvent. Pas souvent. Eh bien regardez, nous on a la bande-annonce d'une saga qui dure depuis plus d'un demi-siècle en France, un sujet de Pierre-Henri Oldenbaum et Charlotte Balmer. C'est une saga politique dont le premier épisode débute le 5 octobre 1972, le Front National. À la tête de cette création originale, Jean-Marie Le Pen. Il en est le président et tente de faire briller le parti à plusieurs reprises à l'élection présidentielle avant de se hisser au deuxième tour en 2002 face à Jacques Chirac. Je veux être utile à mon pays, que je sais menacer et que je vois s'affaiblir dangereusement et dont je vois même la personnalité disparaître et l'indépendance disparaître dans l'Europe de Bruxelles. La série parle d'ascension politique, d'héritage, de naissance et de divorce. L'histoire de la famille Le Pen est médiatique. Et derrière les portes du ranch de Montretout à Saint-Cloud se cache le petit cocon familial. Oh, c'est ma maison, alors c'est ici que habitent mes enfants. Dans la famille Le Pen, je demande la Benjamine, Marine. Bonne pioche. C'est un grand moment, c'est surtout un moment, évidemment, vous comprenez, comme militante et comme fille, qui est extrêmement émouvant. Marine Le Pen lui succède à la tête du parti en 2011 et accède, elle aussi, au second tour, et ça, à 2 reprises. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Et dans la famille Le Pen, vous auriez la petite fille? Bingo, Marion Maréchal. En 2010, elle rentre dans la partie à seulement 20 ans. Elle est deuxième sur la liste du FN dans les Yvelines pour les régionales. Des débuts difficiles. Redonner le moral à la région, ça passe par quoi? En fait, il y a... Alors... Excusez-moi, je réfléchis, je sais pas... 2 ans plus tard, Marion Maréchal fait son entrée au casting de l'Assemblée nationale et devient à cette période la plus jeune députée de France. C'est important dans une assemblée représentative d'avoir toutes les générations, y compris les plus jeunes. Mais après des années de feu de l'amour, le divorce est total. Le FN devient le RN, le père est écarté et le discours se polisse. Je suis exclu comme adhérent. C'est moi qui suis le Front National. Je suis chez moi au Front National. Alors, je suis l'objet d'une expulsion théorique. En 2017, Marion Maréchal Le Pen quitte la série après quelques saisons seulement. Mais quelques épisodes plus tard, c'est un retour inattendu et cette fois au cinéma. Dans le film Reconquête, avec au casting un certain Éric Zemmour. Je suis absolument convaincu qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. Le film de Reconquête de 2022 ne séduit pas la critique et les spectateurs, mais un deuxième opus sur les élections européennes serait en préparation. Alors première question, comment va votre grand-père? Il a été hospitalisé il y a quelques jours, quelques semaines. Mieux et fidèle à son caractère de battant, il a encore étonné les médecins par sa résilience. Il est chez lui là? Il est rentré chez lui, tout à fait. Alors, Pierre-Henri, vous posez une question. Le prochain objectif, c'est les européennes pour Reconquête? Prochain objectif, bien sûr, pour Reconquête, pour envoyer un signal qui me semble important, à savoir démontrer que Reconquête, contrairement aux commentaires journalistiques parfois un peu rapides, n'était pas un feu de paille, qu'il représente... Ça avait une tête de feu de paille, hein, 7% présidentielle, législative, pas un élu. Pardonnez-moi, mais 2,5 millions de votants, c'est pas un feu de paille. Le fait aujourd'hui que les différents sondages qui sont sortis ces dernières semaines démontrent que Reconquête aussi, entre 7 et 9%, démontrent que ce n'est pas un feu de paille, même que ça incarne une force assez significative. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le prochain grand rendez-vous électoral qui en fera la démonstration. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu à la fois national, bien sûr, dans la recomposition du paysage politique français et à droite à l'occasion de ces élections, mais aussi au niveau européen. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Il y a les plaques tectoniques sont mouvantes aujourd'hui au sein des groupes européens. On voit la partie droite du PPE, qui est le centre droit, se tourner petit à petit vers les conservateurs. On voit peut-être donc une union des droites se constituer ou potentiellement se constituer avec à terme peut-être une recomposition de la majorité
pour avoir une Europe qui correspondrait davantage à ce que nous souhaiterions voir. Donc nous avons envie d'être les acteurs de cette recomposition et c'est aussi l'objet de ces européennes. Alors on va parler quelques instants de l'Union, justement, de l'Union des droites, on va en parler. Mais juste, la France traverse en ce moment une crise profonde qui est consécutive à la loi ou au passage en force de la loi sur les retraites. Est-ce que vous parleriez d'une crise démocratique, d'une crise de la démocratie ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déficit non pas de légalité mais de légitimité du fait du désintérêt et du désamour qu'ont aujourd'hui les Français, beaucoup de Français pour leurs responsables politiques. On a le président le plus mal élu de la Ve République, ça a été déjà dit et redit. On a une Assemblée nationale qui est élue par à peu près un Français sur 4. Donc ce gouvernement reste bien sûr légal du fait de nos institutions, on ne peut pas évidemment dire le contraire, mais de fait l'adhésion est minoritaire et donc ça participe d'une différence, d'une divergence de plus en plus forte. Et je peux vous donner un exemple pour moi qui est tout à fait significatif de cette décorrélation, si je peux dire, entre les attentes de la population et celles aujourd'hui du paysage politique. C'est justement le fameux projet de loi immigration. C'est-à-dire qu'on a sur ce sujet, c'est très intéressant, on a sur ce sujet l'un des rares sujets où on a quand même un consensus qui se dégage et qui est démontré par tous les sondages qui sont faits depuis des années sur le sujet, à savoir une majorité de Français, y compris d'ailleurs souvent dans une part significative de la gauche, qui sont pour une restriction de l'immigration, pour des lois plus favorables à des expulsions automatiques, notamment de délinquants étrangers, pour ne citer que ces exemples. Et c'est précisément le sujet qui est renvoyé au calendes grec, qui va être saucissonné et qui va être probablement très timide, si je puis dire. Donc là, on a vraiment la démonstration de cette décorrélation entre les attentes de la population et le paysage politique et de nos gouvernants. Raphaël, Antoine ? Oui, il y a quelques années, nous avions eu, vous et moi, un désaccord par discours interposé. On n'en a pas eu qu'un, mais on en avait un en particulier. Enfin, il y en avait plusieurs, mais il y avait notamment un désaccord sur une question stratégique, en fait. C'est-à-dire que je partais du principe que on ne peut pas reconquérir le pouvoir en passant par la droite, compte tenu de la recomposition du paysage et des nouveaux enjeux et des nouveaux débats. On ne peut pas passer par la droite, c'est pas possible, c'est une impasse. Et vous souteniez le contraire. 2 ans plus tard, il y a eu Éric Zemmour qui a fait 7%. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment... Je reviens avec ma question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce passage par la droite ou cette ambition de reconquérir le pouvoir en présentant une droite aux électeurs, aujourd'hui, n'est pas tout simplement caduque et en fait n'est pas un défaut d'offre ? Alors déjà, sachez que je passe par la droite parce que ce sont mes convictions. Je veux dire, j'avance pas par calcul. On parlait de stratégie là pour le coup. Non, mais après, on peut adapter ses convictions à des Ah bah non, j'adapte pas mes convictions. Je fais de la politique parce que j'ai des convictions à défendre et donc je défends mes convictions. Il se trouve qu'elles se trouvent à droite, donc je passe par la droite. Maintenant, là où je pourrais vous rejoindre dans la limite, c'est que je crois qu'en revanche, aucun parti de droite ne peut gagner seul. Ça, c'est une évidence que je défends depuis très longtemps, déjà à l'époque quand j'étais au Rassemblement national. Donc je l'ai pas découvert. Et ce qui me rend malheureuse, si vous voulez, pour notre pays en tout cas, c'est que depuis un certain nombre de mois, on constate une vague d'union des droites, si je puis dire, en Europe, qui font la démonstration que ces coalitions fonctionnent face au centre-gauche ou face à l'extrême-gauche dans un certain nombre de pays. Je ne vais pas vous refaire toute la litanie, mais enfin, l'Italie, la Hongrie, l'Espagne au niveau local, la Finlande plus récemment, la Pologne, la Suède et même la Suisse, dans le cadre d'une élection au Conseil d'État, on a fait la démonstration, parce qu'ils n'ont pas le même système que nous, encore récemment. Donc c'est vrai qu'on désespère de voir en France l'un des rares pays à se refuser à cela. Moi je suis absolument convaincu, contrairement à ce que vous dites, que si demain il y avait une alliance entre Reconquête avec sa singularité idéologique, le Rassemblement national et sa singularité idéologique, une partie des Républicains qui sont de fait compatibles avec ce qu'on pourrait appeler par équivalence un programme commun, je suis convaincu que ce bloc-là serait majoritaire face à la NUPES ou face à un centre dont je vois aujourd'hui les limites pour des raisons, mais ça on va peut-être pas rentrer dans de l'analyse sociologique, mais les limites pour des raisons générationnelles justement et sociologique. Voilà. Alors justement, cette semaine, Jonathan, si vous voulez bien, on a demandé à notre partenaire IFOP de poser une question exclusive sur une éventuelle alliance des partis de droite et d'extrême droite, ou de droite dure, ou appelez-les comme vous voulez, aux prochaines élections. On a une réponse en images, regardez. Durant des mois de débats sur la réforme des retraites, la droite a quasi été inexistante médiatiquement. À quelques mois d'échéance électorale et à 4 ans du premier tour de la présidentielle, nous avons voulu connaître le regard des Français sur cette droite fracturée, de gouvernement républicaine ou national en quête de victoire électorale, qui a déjà pour ligne de mire le palais de l'Élysée.
En exclusivité, l'IFOP a posé la question « Au cours des prochaines élections, une alliance est-elle souhaitable ? Les Républicains, Rassemblement National et Reconquête ». 70% des Français sondés refusent cette union des droites, même si 30% d'entre eux y sont favorables. Par tranche d'âge, ce sont les plus âgés, les plus de 65 ans qui souhaitent ce rassemblement avec 41% d'entre eux. Les sympathisants LR, eux, sont totalement divisés sur la question, à égalité parfaite, 50% de pour et 50% de contre. Le reflet peut-être des divisions profondes qui traversent la formation. Chez les partisans du Rassemblement National, 52% sont favorables à cette coalition. Mais c'est chez les zémouristes de Reconquête que l'attente de cette alliance est la plus forte. 83% d'entre eux l'appellent de leur vœu. Un indicateur très élevé qui pourrait traduire l'unique solution pour assurer l'avenir du parti. Petit commentaire sur ce sujet? Oui, c'est pas une surprise parce qu'il y avait déjà eu des sondages qui ont été faits même pendant l'élection présidentielle et qui confirment ce que vous dites et parfois même de façon d'ailleurs encore plus accentuée, à savoir que les électeurs de droite, parce que c'est quand même eux à qui ça s'adresse en premier lieu, sont quand même majoritaires à vouloir cette alliance. Ça veut dire qu'aujourd'hui le choix qui est fait par les Républicains, alors de manière un peu plus mitigée, même si j'ai vu d'autres sondages là où pour le coup ça bascule de manière majoritaire, mais les Républicains et au Rassemblement National va à l'encontre même de l'attente de leurs propres électeurs. Jonathan Boucher-Petersen. Non, mais quand on veut faire une alliance, en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que veut la locomotive potentielle. Et clairement, la locomotive potentielle, un peu hypothétique d'ailleurs, c'est le Rassemblement National. Il se trouve que Reconquête s'est composé avec beaucoup de cadres qui ont quitté le Rassemblement National, qui ont rompu avec le Rassemblement National. Pas que, mais aussi, oui. En tout cas, beaucoup, et en disant de toute façon, c'est une impasse que ce Rassemblement National, et ça a été une construction en contre. De l'autre côté, vous dites les sympathisants LR, mais ça représente de moins en moins de monde, les sympathisants LR. Il y en a déjà au moins la moitié qui sont passés dans ce que vous qualifiez de centre, mais qui est quand même considéré par beaucoup de monde comme la droite, c'est-à-dire Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, toute une partie de l'histoire de la droite récente aussi. Donc on a quand même le sentiment que poser les termes de la stratégie et poser les termes du rassemblement, vous n'êtes pas assez puissant pour le faire aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est pas vous qui fixez les règles du jeu, parce que le résultat de la présidentielle pèse sur les rapports de force, parce que la principale urgence du Rassemblement National, quand on discute avec les cadres, c'est plutôt de faire disparaître Reconquête que d'offrir un débouché à Reconquête. Et on l'a vu aux législatives. Ce qui aurait pu être les prémices d'un pas de deux s'est transformé en plutôt le rouleau compresseur RN qui a dit c'est l'occasion de les enterrer une bonne fois pour toutes. Donc stratégiquement, on peut entendre beaucoup de choses, mais dans la réalité, vous êtes plutôt une force marginale parce que la présidentielle structure peut-être de façon excessive la vie politique. Donc je me demande dans quelle mesure est-ce que ces européennes, où en gros vous allez aller sur un credo qui n'est pas très loin du credo du Rassemblement National sur ces questions-là, dans quelle mesure est-ce que vous avez la place pour faire exister un autre discours, une fois qu'on a dit droite civilisationnelle? Alors, je vais vous répondre. S'il y avait une baisse de la droite, vous seriez le PS. Il y a beaucoup de choses, à dire. C'est une question vous savez, par le passé, on a vu des forces de gauche minoritaires vouloir s'allier avec des forces de gauche plus puissantes, et qui à l'inverse ont le feu. Pour s'allier, il faut que les deux soient d'accord. De quoi je parle, je pense, entre le consentement, c'est un principe de base de la vie en société. Non, mais ce qui est vrai, c'est que plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mais rien n'est jamais écrit en politique, d'une part. Donc arrêtons de raisonner déjà de manière statique, c'est absurde. Vous avez parfaitement raison quand vous dites, évidemment, la mise en place de cette alliance dépend du Rassemblement National, et le Rassemblement National l'a refusé. Conséquence d'ailleurs, ils ont aujourd'hui, et très bien pour eux, 89 députés, mais pour avoir une majorité d'opposition en France à l'Assemblée nationale, il faut 289 députés. Donc on est quand même loin du compte, et donc ça va être notre rôle aussi, je l'espère, en tant qu'aiguilleur sur ce sujet dans les années à venir, de convaincre ceux qui vivent encore dans cette illusion de la victoire solitaire, et par le biais aussi des exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il n'y a pas de victoire possible seule. Parce qu'aucun, on peut le regretter, on peut le déplorer, mais aucune force politique ne peut à elle seule embrasser toutes les sensibilités d'un camp politique. Et il y a des attentes de la part des électeurs de Reconquête qui ne sont pas aujourd'hui satisfaites. Ils ont voté RN au deuxième tour, les électeurs Reconquête. Oui, bien sûr. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que Éric Zemmour a été cohérent et a appelé ses électeurs. Il a dit elle est incompétente, elle ne gagnera jamais, mais votez pour elle. Maintenant, vous savez qu'en politique, l'arithmétique est différente, puisqu'en réalité, on dit souvent 1 + 1 = 3. Ça veut dire que la politique, c'est aussi une dynamique, c'est aussi un récit. C'est d'ailleurs la grande force de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il aborde et qu'il rassemble son camp parfois avec les ennemis d'hier, en prenant de la hauteur, et qu'il arrive à recréer une dynamique au moment des élections législatives. Dans le cas de Zemmour, on parle d'une dynamique qui est passée de 16 à 7%.
savoir qu'il est perdant. C'est une anti-dynamique. Maintenant, moi je vous réponds. Alors vous dites oui, c'est marginal, c'est dérisoire. Moi je considère pas que dérisoire, j'ai dit marginal, c'est un état de fait. Obtenir 7% après un an pour un candidat. C'est vrai, vous êtes le quatrième, il est arrivé quatrième position. Qui se confirme une fois plus dans les sondages. Il était à votre place il y a 2 ans d'ailleurs. Et davantage, parce que ça on a tendance un peu à l'oublier, davantage quand même que les Républicains et le Parti Socialiste réunis, mais que les Républicains, en tout cas, c'est intéressant. Ça n'est pas une victoire, ça. Non, c'est pas une victoire en tant que telle, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Reconquête. Ça dit que les Français n'en veulent pas. Ça dit qu'il fait 7% au présidentiel. Donc ça s'arrête là, c'est fini. Bah non, mais ça dit ça aussi. On fait une élection. Non, je dis qu'un échec signifie quand même. Je dis qu'un échec est peut-être l'occasion de s'interroger sur ses convictions comme sur sa stratégie. Mais qu'en l'occurrence... Il y a pu y avoir un phénomène Zemmour, ça personne ne le nie, mais il n'y a pas une envie de reconquête dans ce pays. Parce que vous me parlez de stratégie depuis tout à l'heure, très bien, mais la politique c'est d'abord des convictions. Oui, j'entends bien sûr, mais je parle d'alliance. Vous n'allez pas me dire... En l'occurrence, par exemple, le RN n'a pas besoin de vous, mais vous avez besoin de... Vos convictions. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, ce que je dis pour l'Assemblée nationale vaut pour nous. Je ne crois pas que Reconquête puisse à lui tout seul embrasser toutes les sensibilités d'un camp, ne serait-ce que parce que nous avons une ligne plus singulière sur les questions notamment économiques et sociales, qui est différente de celle du Rassemblement national. Vous êtes pour la réforme des retraites, ils sont contre cette réforme des retraites, par exemple. C'est un petit sujet. On pourra en reparler plus en détail. Pas Zemmour dit c'est ma réforme. Pas tout à fait dans les modalités qui ont... il dit aussi... Il y a 2 mois. Il a surtout dit qu'il était en effet pour une réforme. Et je crois qu'il a tout à fait raison, puisque évidemment, quand on a un système déficitaire, il faut accepter, bien sûr, de pouvoir le réformer. En revanche, il a aussi précisé qu'il y avait des prérequis pour que cette réforme fonctionne et que le gouvernement n'avait pas assuré ces prérequis, notamment sur le cadre de la politique de natalité et la politique de l'emploi. Mais bon, j'imagine qu'on pourra en reparler plus en détail. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez raison, typiquement, on n'est pas aligné avec le Rassemblement national sur ce sujet. Ça fait partie des points de divergence. Et donc, à ce titre, et c'est l'objet même des coalitions, ça n'est pas la fusion, ça n'est pas l'effacement des forces, comme vous dites, marginal, même si je réfute ce terme, c'est la complémentarité. Voilà. Maintenant, si parlons stratégie. Au-delà des stratégies. Non, mais parlons stratégie, puisque là, peut-être vous serez d'accord et nous serons d'accord, c'est que les coalitions, et toute l'histoire politique nous le démontre, et c'est vrai en France comme à l'étranger, ne s'imposent pas par la sagesse et par la raison. Et le rapport de force. Exactement. Alors, par le rapport de force. Pas le rapport de force, mais le rapport de force est à votre désavantage. Sauf que, quand, et ce sera l'objet des européennes, vous faites la démonstration que vous pourrez représenter une force qui durablement a à minima comme socle 7%, et je l'espère beaucoup plus aux élections européennes, ce sera notre grand défi, mais enfin à minimum 7%, vous êtes quand même incontournable dans le paysage politique. On ne peut pas faire comme si vous n'existiez pas. Or le pari que fait aujourd'hui le Rassemblement national, et d'autres, c'est de dire c'était un feu de paille, c'est mort, c'est fini. Nous attendons que ce truc-là meure, et voilà. Moi je vous dis, il y a des Français qui attendent des choses. Vous comparez en disant on a fait à la présidentielle un score meilleur que Valérie Pécresse, donc on a une force au moins aussi respectable, ou en tout cas qui compte au moins. On monte et elle descend. Sauf que à l'inverse, quand on voit la réalité politique d'un pays, c'est évidemment le rapport de force se joue à la présidentielle, et la réalité dans le débat public se joue aux législatives. Il se trouve que quand même, la difficulté d'être inexistant institutionnellement pendant tout un quinquennat, d'être absent, non mais quand même, il y a vraiment une vie, même pour nous qui regardons la politique plus que la moyenne des gens, il y a des apparitions, on va dire, intermittentes de Reconquête dans le débat, à peu près toujours sur les mêmes sujets. Je vais vous dire, là où c'est évident, pas un scoop, c'est que c'est un avantage bien sûr d'avoir la tribune de l'Assemblée nationale. Maintenant, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des partis qui ont passé des décennies sans avoir de députés et qui pour autant ont réussi quand même à grandir et à prospérer. C'est un projet à l'échelle de décennies. Non, pas nécessairement. Elle a dit l'histoire commence. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire commence à 7%. Pardonnez-moi de vous dire que ça me semble un début prometteur. Voilà, on ne sera pas d'accord là-dessus. Non, moi, je ne crois pas d'ailleurs que la politique s'arrête à l'Assemblée. Bien sûr que c'est un avantage et une tribune, mais pour autant, vous savez, il y a des partis d'opposition qui, en ayant de nombreux députés, pour autant n'influent pas sur la politique du pays. Et on peut faire de la politique aussi d'une autre manière, médiatiquement, sur le terrain, dans le combat des idées. C'est ce que nous avons fait. Alors c'est vrai que nous avons un certain nombre de handicaps. On pourrait parler notamment des nouvelles politiques de l'Arcom, un gendarme de l'audiovisuel, qui va expliquer maintenant aux chaînes privées les gens qu'ils ont le droit d'inviter, combien de temps, y compris hors période électorale. C'est évidemment à notre désavantage. Et pour autant, il me semble que Reconquête, on y reviendra peut-être, a quand même réussi à imposer un certain nombre de thèmes et à exister sur un certain nombre de thèmes majeurs dans les derniers mois. Est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas votre astre et votre boulet, c'est-à-dire votre astre idéologique, mais votre boulet, parce qu'à chaque fois, quand il a parlé de Marine Le Pen, pendant des années, ça a été pour décrire, comme le disait Jonathan Boucher. Le nom associé 8 fois à la défaite. Et puis, le soir de l'élection, il dit, pour la 8e fois, l'échec frappe le nom des Le Pen. Quand on veut faire la cour à une femme, il y a quand même d'autres méthodes, vous voyez. Lui, il tend la main, mais c'est pour lui donner une baffe, en fait. Non, vous savez,
Alors j'ai un effet comparatif qui est très intéressant puisque mon mari étant italien, je suis de près la vie politique italienne, qui est souvent un laboratoire d'ailleurs de ce qui peut se passer en France quelques années après. Démocratie parlementaire. Non mais c'est très intéressant parce que j'ai vu la manière dont s'est façonnée l'alliance des coalitions des droites entre Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia, qui serait assez proche de Reconquête sur le plan idéologique, la Ligue de Fratelli qui est l'allié du Rassemblement national. Je peux vous dire qu'ils se sont écharpés dans le cadre des élections, comme vous n'imaginez pas. Parce que tant que vous êtes dans le jeu électoral, vous êtes en compétition électorale. Donc c'est logique. Ça ne veut pas dire que ce sont des ennemis à abattre, ça veut dire que ce sont des challengers. Voilà, c'est le jeu. Maintenant, il me semble que les responsables politiques, et je reprends ce terme, qui sont de véritables responsables, donc qui ont un sens de responsabilité, sont capables de dépasser les propos d'estrade, me semble-t-il, pour faire la part des choses et donc faire en sorte que les idées gagnent et soient appliquées. Voilà, moi c'est ce à quoi on espère travailler. Mais la logique de coalition, c'est pas ce qui existe dans la vie politique française. Souvent, on vous entend dire que vous êtes attaché à la Ve République, en tout cas que ça vous semble être le moins mauvais des systèmes. Bon, Ve République est clairement contestée aujourd'hui. Et en même temps, quand vous prenez des exemples, c'est des systèmes parlementaires qui n'ont rien à voir en termes institutionnels. Le principe de monter des coalitions avec des gens avec lesquels on s'est écharpé, ça existe en Allemagne, ça existe en Italie, ça existe dans certaines démocraties du nord de l'Europe. Voilà, ça fait une vraie différence. Donc, est-ce que ça vous a fait évoluer sur cette question-là en disant la 5e, elle est clairement vieillie, usée et fatiguée? On a un certain nombre d'exemples qui peuvent faire germer cette idée. Ou est-ce que vous arrivez à être à ce point contradictoire de dire j'aime la 5e, mais je veux un système de coalition? Je vais vous dire, me semble-t-il, qu'au contraire, le fonctionnement même de la 5e, pour moi, conforte encore davantage cette nécessité de la coalition par rapport à d'autres systèmes. On parlait de l'Italie, en effet, qui est un régime parlementaire, parce qu'en Italie, vous pouvez être majoritaire sans faire 50+1. Alors qu'en France, il faut faire 50+1 pour être majoritaire. Et donc, de fait, la coalition s'impose encore davantage. Donc, pour moi, c'est même un argument supplémentaire pour aller vers la coalition en comparaison de ces systèmes-là. Maintenant, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on l'a dit, on a commencé l'émission par ça, dans notre système de la 5e, il y a une légalité qui est en place, mais il y a un déficit de légitimité. Donc maintenant, au-delà de la grande révolution institutionnelle, parce qu'on a quand même le mérite d'avoir un système qui est relativement stable et quand on voit comment fonctionnent d'autres pays européens, c'est quand même quelque chose à préserver, c'est comment on reconstitue de la légitimité. Et donc là, c'est probablement la question des modes de scrutin aussi sur lesquels il faut se pencher, que ce soit aux élections locales ou aux élections nationales, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, et on va peut-être recouper d'autres débats d'après, ce qu'on appelle les petits partis n'existent pas dans les institutions. Et donc il y a beaucoup de gens qui peut-être aimeraient être représentés par des lignes qui aujourd'hui ne sont pas représentées par les 4 partis dominants. Et à ce titre, ça redonnerait de la vitalité démocratique que de permettre la représentation de ces partis. Et il y a aussi peut-être excusez-moi, je finis juste par ça rapidement, il y a peut-être aussi une petite révolution culturelle et mentale à avoir en France, parce qu'on est quand même dans une espèce de fiction politique pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un président qui fait comme si il avait la majorité. C'est très curieux, c'est-à-dire qu'il avance avec ses œillères comme si la majorité lui était acquise à l'Assemblée. Or, c'est vrai qu'il y aurait dû y avoir, à l'issue des résultats des élections législatives, un grand discours en expliquant, voilà, aujourd'hui je n'ai pas la majorité, donc il faut que je revoie ma feuille de route, que j'avance sur les sujets qui veut dire font consensus au sein de la population, les grands chantiers qui peuvent faire consensus, pour faire en sorte d'entendre les différentes oppositions et les Français dans leur ensemble, puisque la majorité ne m'a pas donné accord pour pouvoir avancer. Or, on n'a jamais eu ce moment. Et c'est vrai qu'on est passé à côté, pour moi, d'une occasion historique, et ça j'en veux beaucoup, notamment bien sûr à la NUPES, de voir l'Assemblée redevenir un vrai lieu de débat, d'intelligence, d'échange, qui manque terriblement, c'est vrai, aujourd'hui dans la 5e, parce qu'on avait tendance à avoir une chambre d'enregistrement assez transparente. Et on est passé à côté de cette possibilité de revitaliser l'Assemblée. Et au contraire, on a un espèce de cirque déplorable, lamentable, médiocre. Et ça, oui, ça doit nous appeler à réfléchir sur la manière de refondre l'ensemble. Oui, enfin, sur la question du gouvernement et des alliances, il pourrait vous répondre que sur tel ou tel sujet, ils peuvent faire alliance avec la gauche ou avec la droite, entre l'aide active à mourir ou l'immigration, par exemple. Il y a des alliances fluctuantes et que de ce point de vue, la politique peut être conduite sans pour autant revendiquer une majorité qu'on n'a pas. Mais c'est pas ça que je voulais vous poser comme question. Ma question portait plutôt sur Éric Zemmour lui-même. La proposition qui était celle d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle n'était pas une proposition, si j'ose dire, coalisante, ou en tout cas de nature à rassembler derrière lui quantité de gens. C'était une proposition qui, au contraire, était extrêmement clivante, même à droite, puisque beaucoup hésitaient justement à lui emboîter le pas et même s'en servaient comme d'un repoussoir. La proposition qui était la façon qu'il a eu de se singulariser dans la campagne présidentielle, c'était d'être plus outrancier tantôt,
ou plus extrêmes sur certains sujets. Bref, de ne pas être dans une ambition justement de coalition, mais au contraire dans une ambition de singularité qu'on affirme. Comment, avec un tel héritage, une telle proposition et une telle figure, puisqu'il reste dans le jeu, pouvez-vous vous présenter maintenant, aujourd'hui, comme une force de coalition soucieuse de concilier les intérêts, les discours des uns et des autres? Est-ce que, du point de vue même de ceux à qui vous tendez la main, il y a quelque chose de contradictoire entre la campagne qu'il a voulu faire et ce que vous voulez faire maintenant? Alors, je veux bien qu'on repasse toute l'émission à refaire le bilan de l'élection présidentielle. Non, mais c'est intéressant. C'est pas le bilan de l'élection présidentielle, c'est ce que vous faites maintenant. Est-ce qu'il va prendre la tête de liste pour les européennes ou c'est vous? On a beaucoup épuisé le sujet. Je vais vous répondre juste après. On a beaucoup épuisé le sujet, mais enfin, je réponds rapidement. Déjà, premièrement, contrairement à ce que vous dites, alors Éric Zemmour a défendu ses convictions, elles vous apparaissent clivantes très bien. Mais pour autant, je veux dire, il y a des partis qui sont l'équivalent, je l'ai déjà dit, mais de la droite civilisationnelle que nous défendons aujourd'hui, parce qu'on revendique plutôt ce terme, et qui pour autant arrive à travailler avec d'autres partis de droite, voire de centre-droit dans certains pays, parce qu'ils arrivent à s'accorder sur l'essentiel. Quel est le plus petit dénominateur commun? Or, il y en a indéniablement. Voilà, ça c'est la première chose, et y compris, vous en avez parlé tout à l'heure, avec des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron, qui viennent du centre-droit et qui ont des attentes très fortes aussi en matière d'identité, de sécurité, de régalien. Voilà. Bon. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas pour moi ce sujet-là qui a été déterminant. Et par ailleurs, Éric Zemmour a réussi quand même à enfoncer des coins inattendus, puisque, je vous le rappelle, ça a été oublié, mais il y a quand même un certain nombre de républicains, parmi Éric Ciotti, qui l'a vite oublié d'ailleurs, qui avait quand même affirmé, annoncé, parmi d'autres, je pense aussi à François-Xavier Bellamy, qu'en cas de deuxième tour, il voterait Éric Zemmour plutôt que Emmanuel Macron, chose que le Rassemblement national, de mémoire, n'a jamais obtenue. Donc, ce que vous présentez, vous, comme comment dire, un espèce de phénomène statique, radical, marginal, en réalité, avait d'ores et déjà enfoncé un certain nombre de coins. Une fois de plus, ça n'est que le début de l'histoire. Voilà. Vous parliez de la loi immigration tout à l'heure, donc que le président Macron a encore annoncé, puis qui a encore été repoussée par la première ministre Elisabeth Borne à la rentrée. Elle devait être découpée. Gérald Darmanin y tient. C'est quoi pour vous une loi immigration droite dans ses bottes? Alors, moi, de ce que je perçois déjà, parce qu'on n'a pas non plus énormément de détails, mais là, on va davantage vers du réglage administratif que véritablement vers une grande bascule de principes et une révolution dans notre rapport à la politique migratoire. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on en reviendra peut-être, mais Mayotte en est quand même la malheureuse démonstration, on n'a plus vraiment de politique migratoire. On est juste à la merci de l'application automatique de droits individuels qui se sont accumulés par les jurisprudences nationales, les jurisprudences européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, et qui s'imposent aux politiques et qui le rendent impuissant. Donc il y a vraiment une révolution, j'ai envie de dire, juridico-politique à avoir. Voilà, on en est très très loin dans le projet de loi qui arrive. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait peut-être que le gouvernement regarde, par exemple, ce qui a été fait au Danemark, donc qui est aujourd'hui un pays gouverné par le centre-gauche, qui a repris la politique d'ailleurs faite par la droite par le passé. Il y a un consensus, et il y a un consensus pour une raison qui devrait aussi nous interpeller en tant que Français. Vous le savez certainement, le Danemark a un État-providence très important, comme en France. Ils y sont très attachés, comme nous le sommes en France. Et eux, ils sont arrivés à la conclusion, du fait des rapports, parce qu'il y a une vraie transparence sur les chiffres, voilà, que, eh bien, entre sauvegarder son État-providence et ouvrir les frontières, il fallait faire un choix. Voilà. Qu'on ne pouvait pas à la fois avoir une politique sociale extrêmement généreuse et ouvrir cette politique sociale au monde entier. Et donc, pour ça, ils ont trouvé un consensus entre la droite et la gauche en disant voilà, on va sauver notre État-providence, on va réguler l'immigration. Et ils ont mis en place un certain nombre de mesures, donc dans le cadre des règles européennes, hein, comme quoi c'est aussi possible, sur notamment l'acquisition de la nationalité, beaucoup plus drastique que la nôtre. Typiquement, si vous avez une amende de plus de 400 €, une contravention, ou que vous êtes condamné à de la prison ferme, votre dossier est immédiatement gelé, voire définitivement arrêté. Pour ne citer que cet exemple, pour avoir la nationalité et faire la demande, en tout cas, il faut avoir travaillé de façon stable pendant au moins 3 ans et demi. Ils ont aussi réformé leur droit d'asile pour externaliser le contrôle des demandes de droit d'asile. Ça veut dire que les demandeurs d'asile font les demandes dans des pays avec lesquels ils ont des accords. Le Rwanda, par exemple. Notamment, mais l'Égypte également. Il y a un certain nombre de pays du Maghreb qui sont aussi en train de négocier de ce point de vue-là. Et par ailleurs, si la personne obtient le droit d'asile, elle peut exercer ce droit d'asile dans des pays, une fois de plus, avec lesquels ils ont des accords. Et le Danemark leur garantisse
des droits dans le cadre de ces pays. Donc ça, c'est une petite partie de ce qui est fait, mais la conséquence, c'est qu'il y a une réduction drastique du nombre de demandeurs d'asile et donc que ça marche. Donc c'est vrai que je suis intéressée par ce modèle. Évidemment, on pourrait parler à l'occasion de ce projet de loi de la question du droit du sol, de la question de l'accès, une fois de plus, aux prestations sociales non contributives aux personnes de nationalité étrangère. Ça veut dire que les prestations qui ne nécessitent pas de cotiser, donc de travailler pour les obtenir. Voilà. Et je le dis parce que je crois... Vous revenez sur le droit du sol ? Pardon ? Vous revenez sur le droit du sol ? Je pense que si on veut obtenir la nationalité française, cela ne doit plus être quelque chose d'automatique par le seul fait d'un phénomène géographique avec de petites conditions de résidence, mais uniquement du fait d'une naturalisation, ça veut dire avec un dossier, des exigences beaucoup plus strictes que celles qu'on a aujourd'hui, puisque même les tests de langue, tout le monde sait que c'est complètement bidon. Voilà, donc tout ça pour dire quoi ? Que c'est à mon avis la seule réponse que nous pouvons avoir face à l'afflux d'immigration, alors on parlera de la légale à côté, mais surtout illégale, et face à ce qui se passe à Mayotte. J'embraye rapidement là-dessus, parce qu'en fait, on a aujourd'hui un ministre qui donc nous fait des grandes annonces avec trompettes et fanfares, dont on voit bien d'ailleurs que tout est gelé pour différentes raisons liées à l'humiliation que nous font subir les Comores, et en même temps face à la décision d'un juge judiciaire qui a gelé le démantèlement des bidonvilles. Mais enfin, qu'importe, admettons même, je ne crois pas, mais admettons même que le ministre de l'Intérieur se donne les moyens d'expulser ces fameux 10 000 clandestins pour échapper dans cette île au chaos et à l'anarchie. Et au fait que la population, parce que c'est quand même ce que nous disent les élus locaux, qui ne sont pas des élus de Reconquête, que la population puisse finir par se faire justice elle-même et prendre les armes, tellement la situation est devenue explosive. Il y a un élu local qui appelle à tirer sur les jeunes, d'ailleurs. Admettons même ça. C'est de toute façon le tonneau des Danaïdes. Ça veut dire que si vous ne réformez pas à la fois l'accès à la politique sociale et la question du droit du sol, mécaniquement ces 10 000-là, ils reviendront le surlendemain ou la semaine d'après ou le mois d'après. Voilà. Et la conséquence aujourd'hui, c'est que la moitié de la population à Mayotte est étrangère et le tiers est clandestine. Et donc vous ne ferez de toute façon que reporter le problème ou ralentir le phénomène. Et voilà. Et donc c'est ça l'attente que j'aurais. C'est-à-dire pas seulement des grands effets marketing et d'annonces comme on a aujourd'hui assez spectaculaires, même si après le fiasco de l'Océan Viking, j'ai quand même quelques doutes sur sa capacité à mener cette opération à bien, mais une réponse structurelle. Mais juste parce que Mayotte, c'est évidemment un cas qui est très spécifique. C'est difficile de parler de la politique migratoire de la France à travers le cas de Mayotte, qui pose le sujet. Pas si spécifique que ça, mais en tout cas, qui n'a pas d'équivalent sur le territoire métropolitain. On est sur une trajectoire qui est à peu près la même. Après, ça c'est l'antique. Les proportions sont incomparables. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est évidemment incomparables. De manière exacerbée et accélérée. Par exemple, vous citiez le cas de l'Ocean Viking. Voilà, c'est un sujet qui revient régulièrement quand les bateaux accostent, quand les bateaux arrivent. Même d'ailleurs, Giorgia Meloni, au-delà des discours, a parfois des réalités un peu plus complexes que simplement de pas de ça chez nous. Qu'est-ce qu'on fait face à ces milliers de personnes qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie? Qu'est-ce qu'on fait? On dit non, nous on met un mur, on fait comme Viktor Orban à l'égard de ces migrants en disant ça ne me concerne pas. On n'a pas un espèce de devoir d'humanité qui dépasse notre petite prérogative nationale. Est-ce que le côté civilisationnel que vous revendiquez, c'est cet égoïsme-là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas d'égoïsme, je n'ai que le souci, si vous voulez, du maintien de la cohésion et de la sécurité intérieure dans notre pays et accessoirement aussi du sentiment fraternel et national qui font qu'un peuple et une démocratie peuvent fonctionner à l'intérieur de frontières. Voilà. Ce que je crois aujourd'hui très largement mis à mal par la situation que nous vivons. Vous me dites qu'il n'y a rien à voir entre Mayotte et ce que nous vivons en métropole. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vous accorde que c'est évidemment une... Mais je pose la question surtout des personnes en Méditerranée parce qu'on peut en faire un cimetière pour notre bien-être personnel. Je vais vous expliquer ce que je vais vous répondre à travers le parallèle. Situation accélérée et exacerbée, bien sûr. Néanmoins, la mécanique est la même, c'est-à-dire qu'aux portes de l'Europe, nous avons des records, et en Italie, ils le subissent de manière frontale, d'arrivées clandestines sur le territoire. Nous sommes face, je sais que vous n'avez pas aimé ce terme, mais je vous donnerai les chiffres s'il faut, face à un phénomène de grand remplacement qui a des conséquences, y compris en métropole, sur l'appauvrissement et la sécurité. Et donc face à cela, on a aussi la mauvaise volonté, c'est pour ça qu'il y a un parallèle, des pays d'origine,
les Comores, en l'occurrence, qui concerne Mayotte, ou d'un certain nombre de pays africains en ce qui concerne, bien sûr, la métropole. Et c'est vrai qu'on voit là... Alors, vous me dites, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, typiquement, prenons les Libye, par exemple. Non, mais prenons les Comores. Vous allez parler avec la Libye pour dire... c'est ça l'idée? De toute façon, faut pas... Non, prenez pas les Comores. Juste pour savoir. Prenez... Non, mais si, parce que c'est la question de la diplomatie. Aux Comores, par exemple, mais c'est vrai dans plein d'autres pays, les chiffres diffèrent, mais c'est la même... La Syrie de Bachar el-Assad, l'Afghanistan, c'est qui vos interlocuteurs? Juste pour savoir. Dans les Comores, je vais vous répondre juste après. Dans les Comores, 15% du PIB du pays vient des transferts d'argent de la France. La France verse 150 millions aux Comores, ce qui est quand même significatif eu égard au budget de ce pays, pour justement gérer le retour de ses ressortissants. Et ce que je vous décris là est vrai à travers l'aide française au développement ou les transferts d'argent dans un certain nombre de pays africains qui sont quand même très largement dépendants du retour et des transferts d'argent de leurs ressortissants qui sont présents en France et qui vivent à la fois de leur travail ou des minima sociaux. Et vous allez me dire que face à cela, le gouvernement n'a pas de moyens d'engager un rapport de force. Ça veut dire que 15% du PIB vient des transferts. Bah non, mais si vous me dites qu'est-ce qu'on fait, je vous réponds. Mais vous répondez toujours pas sur la Méditerranée. Si, je vous réponds déjà premièrement. Les Comores, mais la Méditerranée. Comment on fait pour que... Avec les Libyens qui traversent, avec les Afghans qui arrivent. Vous parlez avec les talibans, vous parlez avec les talibiens, vous parlez avec Bachar el-Assad, non, mais pour savoir. On travaille avec tous ceux en fait qui sont concernés par cette question de l'immigration. Par ailleurs, je suis désolée de vous l'apprendre, mais la majorité des gens qui traversent passent en effet par la Libye. Et qui, en l'occurrence, arrivent de pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est pas tout à fait les Soudanais, c'est sûr, pareil, super interlocuteur. Vous me parlez de l'Océan Viking, très intéressant, cas très intéressant. Vous savez qu'avant d'arriver sur le port de Toulon, l'Océan Viking a quand même passé par un trajet. Dans le droit maritime, vous êtes quand même censé faire en sorte de garantir la sécurité des personnes. Le port le plus proche. À bord et le port le plus proche. Sauf que le port le plus proche qui garantissait une sécurité, en l'occurrence, ne se trouvait pas en France, se trouvait en Tunisie. Port d'autant plus sûr qu'il y a, me semble-t-il, des bureaux du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont présents dans ce port en question, ce qui laisse quand même entendre que les conditions, on va dire, sont suffisamment remplies pour pouvoir garantir la sécurité de ces personnes. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, ce que vous me présentez comme une situation inéluctable qui s'impose à la France, en réalité, n'est que la stratégie perverse d'un certain nombre d'ONG qui aujourd'hui détournent le droit, tordent le droit pour imposer finalement aux pays européens l'accueil de ces personnes. Non, je pense vous tordez le réel, donc chacun tord quelque chose. C'est notre responsabilité aujourd'hui que de garantir l'accueil et la sécurité de ces personnes, alors qu'un certain nombre de pays sont directement concernés, alimentant par là même, parce que je vois que vous me parlez d'égoïsme. On parle de quelques milliers de personnes. Vous me parlez d'égoïsme, pardon de vous dire que pour moi l'égoïsme c'est quand même à travers cette politique d'alimenter les filières de passeurs. Je pense, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce qui se passe en Libye, vous savez qu'il y a un retour de l'esclavage, vous savez comment sont traitées ces femmes et ces enfants, vous avez entendu parler des viols. Voilà, tout ça c'est pourquoi? C'est parce que ces gens ont entendu le signal qu'ils pourraient avoir une meilleure vie en Europe et qui donc ils tentent l'impensable dans des conditions monstrueuses avec des filières monstrueuses, tout autant monstrueuses, qui les met dans ces situations. Dites-leur de rester en Libye, ça va être assez efficace. Je ne trouve pas ça égoïste que de casser cela. Maintenant, le pape trouve ça égoïste. Vous me dites, je réponds là-dessus, qu'il y a seulement quelques milliers de personnes concernées. Vous avez raison pour l'immigration clandestine, même si ça va de plus en plus fort, parce que les chiffres l'année dernière, au fort de Frontex, c'est quand même 300 000 tentatives d'entrée illégale. Et à l'échelle du continent européen. Mais là où vous avez raison, c'est qu'une grande partie de l'immigration clandestine, en réalité, en France, vient de personnes qui ont obtenu légalement un titre de séjour, donc accordé par le gouvernement, et qui restent à l'issue de la fin de leur titre de séjour. Même sous OQTF. Voilà, et donc ça pose la question de l'accord des visas, du contrôle. Raphaël ? On a parlé de stratégie, parlons de conviction. Qu'est-ce qui fait une nation, à vos yeux ? S'il fallait définir une nation, qu'est-ce que c'est que pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Alors, je vais vous répondre indirectement. Ouais. On a une devise, vous savez, avec 3 items, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est la seule de ces deux principes, si je puis dire, qui ne s'impose pas par la politique, parce que la liberté, l'égalité, on peut mettre en short que la liberté soit défendue, que l'égalité soit garantie. La fraternité, c'est un sentiment. J'ai un sentiment fraternel à l'égard d'une personne parce que je reconnais en elle une part de moi. Ça veut dire que j'ai un sentiment de solidarité spontanée parce que je partage des choses avec elle. Que je partage des choses qui
vont de à la fois... Voilà, quelles sont ces choses que nous partageons, puisque c'est le sentiment national. À la fois un rapport au monde, une certaine lecture de l'homme, des principes fondamentaux, des réflexes, des goûts, des aspirations, des rêves, un passé, des expériences passées, des souffrances partagées. Voilà. Et ce qui fait que c'est le principe même d'une nation, même si je ne vous connais pas personnellement, quel que soit votre âge, votre métier, je partage avec vous ce sentiment fraternel et qui va avoir plein de conséquences très concrètes, notamment l'adhésion, par exemple, aux prélèvements qui font que l'État-providence fonctionne, parce que j'accepte qu'on me prélève une partie de mes revenus pour aller aider des personnes avec qui je partage ce sentiment fraternel. La nation, pour moi, c'est la préservation de ce sentiment fraternel. Or, je crois, et j'en suis même convaincue, que à la fois l'immigration, l'apparition avec l'immigration du multiculturalisme, ça veut dire le fait de ne plus partager des modes de vie, des valeurs. On pourrait vous répondre que l'immigration est exactement une affaire de fraternité. C'est exactement une affaire de fraternité, mais c'est... Qu'est-ce qui fait la nation? Je vous réponds que pour moi, l'une des choses qui font la nation, c'est la démonstration et l'existence de ce sentiment fraternel. Et que ce sentiment fraternel, pour moi, prend corps dans le fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'on reconnaît en l'autre une part de soi. Voilà, qu'on a le sentiment de partager des choses en commun. Et je pense que le multiculturalisme, je pense que l'islamisation accélérée du pays avec son pendant radical, je pense que l'immigration avec l'importation de cultures, de principes, de mœurs étrangers, fracturent, détruisent ce sentiment fraternel. Voilà. Et que ça participe d'ailleurs de la montée de l'incivilité, de l'insécurité, et que donc c'est la mort de ce principe national. Mais prenons un exemple très concret, par exemple dans l'enseignement de l'histoire. Est-ce qu'il vous paraît important, essentiel, secondaire ou nuisible d'enseigner, par exemple dans l'histoire de France, les pages les plus sombres de l'histoire de France, de la colonisation, la collaboration, etc. etc. Ou est-ce que cette initiative, ou l'accent mis sur ces moments-là de l'histoire vous paraît relever de l'anti-France, par exemple, comme on avait pu l'entendre? Moi, je suis pour l'apprentissage de la vérité. En tout cas, la vérité à l'aune de ce que l'humain est capable de savoir. Non, mais voilà. À l'aune de ce que l'humain est capable de savoir, la vérité. L'objectivité historique, en somme. Exactement, la vérité dans toute sa complexité, dans tous les principes de l'époque. On projette beaucoup de nos principes sur des époques et sur des personnes. Donc moi, évidemment que l'histoire de France doit être apprise dans son intégralité. Maintenant, parce que je vois à quoi vous faites référence, ce que nous déplorons à Reconquête, dans ce que Éric Zemmour a appelé finalement le grand endoctrinement, c'est l'idée de transformer de manière quasi systématique pour faire simple, en gros, nos héros, nos saints, nos grands chefs, comme toujours des figures sombres, détestables, ou collabos, ou colonisateurs, ou machos, ou machistes, ou sexistes. Et ça, c'est une autre question. Ah non, mais c'est la question centrale. C'est-à-dire que ça, c'est anachronique. Si vous voulez dire de Pétain qu'il était antisémite, c'est un fait. Dire de Pétain qu'il était sexiste, c'est anachronique. On l'a fait pour Napoléon, je vous signale. Excusez-moi. Non, mais je veux dire, on a quand même réussi. Ça reste anachronique, si vous voulez. C'est pas de ça que je vous parle, moi. On a passé, pardonnez-moi, mais au moment des commémorations sur Napoléon, le monde entier nous admire pour Napoléon. Je suis désolée de vous dire, alors parfois de manière ambivalente, les Italiens n'en ont pas un très bon souvenir. Mais enfin, quand même, ils disent chapeau Napoléon. Ok, chapeau Napoléon. En Europe, de manière générale. Mais enfin, ils disent quand même chapeau. Et nous, on arrive quand même, c'est extraordinaire, à faire en sorte qu'à l'occasion de ces commémorations, on ait des débats pour expliquer quand même à quel point le type, il était sexiste. C'est un autre sujet, c'est pas de ça que je vous parlais. Je m'en énerverai autant que vous de ça. Mais parce que c'est ça que je veux dire. C'est une figure qui reste glorifiée avec ses musées aux Invalides, son tombeau. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi, c'est pas arrivé jusqu'à moi, ce débat-là. Excusez-moi de vous dire qu'à l'époque, il y a eu... En revanche, Éric Zemmour, en pleine campagne électorale, qui essaye de réhabiliter le maréchal Pétain, ça, c'est venu jusqu'aux Français, je pense. Non, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais l'histoire de Pétain est une figure plus intéressante. C'est pas pour vous coincer. Mais Pétain est une figure plus intéressante de ce point de vue. Non mais pardon, mais c'est intéressant. Tout simplement. C'est une figure plus intéressante de ce point de vue que Napoléon parce que c'est une figure moins ambivalente. Les informations qu'on reçoit dans l'enfance même sur Napoléon sont des informations ambivalentes. On nous dit que c'est un grand homme et en même temps que c'est un type, c'est pas franchement un démocrate. On a des informations ambivalentes. Pétain c'est un peu moins ambivalent. Et il y avait, c'est vrai, pendant la campagne, une tentative de réhabilitation du régime de Vichy qui était une tentative objective sur fond de contre-vérité historique. Non. Quel a été votre sentiment à ce moment-là? Vous qui voulez la vérité. Maréchal, vous n'échapperez jamais à Pétain, je pense. Non,
Non, mais là, c'est pas. Pardon, mais ça me paraît. C'est un sujet important. C'est un sujet. Et ça concerne l'histoire de France. Et c'est un sujet. On a quand même épuisé, surépuisé. On l'a pas épuisé. Si, on l'a épuisé. J'ai répondu à peu près à 287 fois. Que les gens vous posent la même question, c'est bien, mais on l'a pas épuisé. C'est pas un sujet épuisable. Je vais répondre à votre question. C'est peut-être un sujet Zemmour et c'est pas votre sujet. Pardonnez-moi, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'actu après, donc je vais pas rentrer dans le débat historique. C'est pas le débat que je veux avoir. C'est pas la question. Vous me réinviterez. C'était pas celle du débat historique. En revanche, je vais vous expliquer. Moi, j'en ai parlé avec Eric. Je vais tenter de vous expliquer. J'en ai parlé avec Eric. Parce qu'en fait, cette polémique, c'était pas, contrairement à ce que vous dites, une tentative de réhabilitation du régime pensé politiquement dans le cadre d'un programme. Pas du tout. En fait, il était accusé. Si vous niez ça, on va rentrer dans le débat. Sur des propos qu'il avait tenus quand il était polémiste, essayiste, intellectuel et pas encore politique, parce qu'il avait écrit sur ce sujet. Voilà. Bon, il n'a pas voulu se dédire et pour le coup, c'est tout à son honneur apporter de la nuance sur les. Non, mais je suis désolée, il n'a pas pris. Mais quand on a raconté n'importe quoi, c'est pas honorable de pas se dédire. Non, mais attendez, soyons quand même justes. Il n'a pas écrit dans son programme réhabilitation du régime. Non, c'est vrai que non. C'est la fameuse schizophrénie d'Éric Zemmour. Madame, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai écrit avant n'existe plus. J'ai pas dit, il n'y avait pas la page où on lui serre la main de Pétain, etc. Comme Marine Le Pen avec Poutine. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu as voulu parler de ce sujet? Parce qu'après tout, Éric aurait pu faire, se dire, il avait un avis sur le sujet, il aurait pu ne pas en parler, y compris quand il était essayiste et polémiste, en disant il y a suffisamment de front à tenir, pourquoi aller là-dessus? Et il me répond, et je l'entends, il me dit, le problème, si tu veux, c'est que toute l'ambiance que nous connaissons aujourd'hui de culpabilité française, de repentance française, contribue à désarmer moralement et psychologiquement le peuple français et à faire en sorte de leur faire accepter l'inacceptable. Notamment en ce qui concerne évidemment le rapport à l'histoire de leur pays, mais plus concrètement aujourd'hui ce qu'ils subissent et ce qu'ils acceptent par la contrainte sur les questions d'immigration, de multiculturalisme. Pour qu'ils n'acceptent pas l'inacceptable, on va leur parler de Pétain. Et donc il m'a dit, j'ai voulu parler de cette histoire, non pas pour réhabiliter Pétain, pardonnez-moi de vous le rappeler, je sais qu'il est suffisamment pudique lui-même pour ne pas le rappeler, enfin, je veux dire, il a eu un oncle déporté, il est juif de son état, donc je n'ai pas particulièrement le sentiment, si vous voulez, qu'il ait de la sympathie, et qu'il ait de la sympathie pour le personnage, et il l'a dit et redit. Il a voulu apporter de la nuance à l'époque en disant, en fait, le problème c'est que le cancer... C'était de la contre-vérité. Mais ça c'est votre avis. Le cancer de la repentance, mais là, à la limite, vous l'inviterez, vous débattrez avec lui de ça, il connaît beaucoup mieux le sujet que moi, à la limite, donc ce sera beaucoup plus intéressant avec lui qu'avec moi. En revanche, le cancer de la repentance et de la culpabilité vient de la Seconde Guerre mondiale. Donc il dit, en fait, j'ai voulu parler de ce sujet, j'ai voulu simplement remettre de ressortir de la binarité et remettre un peu de nuance et de remise en contexte pour que les Français comprennent qu'ils n'ont pas à porter éternellement ce fardeau et donc à le payer encore sur le plan moral, psychologique et donc politique aujourd'hui. Voilà, c'était sa démarche. Jonathan, vous aviez une question sur le 1er mai 2023. Ouais, c'est une question. Non, juste pour revenir, c'est évidemment des débats passionnants, mais il y a tellement d'actualités. C'est pas inutile d'en parler non plus. On en parle et on relance. Mais pour se placer un peu plus dans l'actu, il se trouve qu'il y a eu un 1er mai qui a été qualifié par tous ceux qui ont participé ou pas d'historique. Il y avait entre 7 et 10 fois plus de monde que l'année dernière. Une unité syndicale qui reste une réalité. Et je me dis que effectivement, ces sujets sur lesquels on vous entend, civilisation, immigration, enfin, c'est presque une partie du spectre quand on regarde les principales préoccupations des Français aujourd'hui, même si effectivement sur l'immigration il y a des curseurs qui ont évolué, c'est l'inflation, oui, mais c'est quand même l'inflation, c'est le pouvoir d'achat, c'est la difficulté à vivre, c'est l'augmentation de la pauvreté, c'est la paupérisation d'un certain nombre de secteurs. Et on vous entend, moi je trouve pas beaucoup là-dessus. Donc est-ce que c'est parce que justement vous n'êtes pas le Rassemblement national et vous êtes une figure libérale qui se dit que ce sujet-là doit se régler naturellement par les lois du marché? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces travailleurs qui se mobilisent pour dire le travail ne paye pas assez, le travail me fait souffrir, le rapport que j'ai au travail a évolué avec le Covid, enfin tous ces sujets qui sont des sujets de société, qui concernent la vie quotidienne des gens, peut-être un peu moins civilisationnel, mais très concret dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ou qui vous dit je veux pas bosser jusqu'à 64 ans, parce que ça fait partie aussi évidemment des doléances. Alors déjà,
Contrairement, c'est vrai que ce qui est souvent dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant la campagne présidentielle. Moi, j'ai suivi de A à Z, donc je sais que c'est le cas. Alors après, malheureusement, cette campagne a été écrasée par plein d'autres sujets qui font qu'on n'a pas forcément entendu ni sur la culture, ni sur le sport, ni sur le patrimoine, ni sur l'économie, les candidats. Et donc c'est vrai que ça a été vrai pour Éric Zemmour comme pour les autres. Il y a eu des prises de position, y compris sur les retraites, qui ont été faites publiquement par Reconquête. Maintenant, ce qui est vrai, et c'est là où on recoupe ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'était un débat très parlementaire. Donc évidemment, de fait, dans cette séquence, ça a été plus compliqué pour nous de pouvoir apporter notre position sur ce sujet qui est un sujet complexe. Maintenant, de manière générale, si on devait aller rapidement sur la question du pouvoir d'achat, ce qui me pose une difficulté dans l'approche du gouvernement et les réponses des oppositions, c'est qu'il me semble qu'on n'est pas dans un processus structurel. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de gestion permanente de la crise, donc on distribue des chèques de façon frénétique depuis des mois et des mois, on y reviendra peut-être, avec pour conséquence très directe, on l'a vu, à la fois l'augmentation de la dette et une mauvaise notation de la France qui aura des conséquences sur nos taux d'intérêt. Donc une fois de plus, la dette, c'est aussi une question de souveraineté. Donc quand on est, me semble-t-il, attaché à la souveraineté du pays, on ne peut pas faire fi de l'état financier et l'état d'endettement du pays. Et ce que je trouve étonnant, y compris de la part d'Emmanuel Macron, qui est censé être un libéral, c'est comme ça qu'on le présente, c'est que je ne vois rien dans la trajectoire, au-delà des quelques effets d'annonce, qui consiste à dire finalement le pouvoir d'achat, c'est pas forcément redistribué par le biais de politiques sociales, d'ailleurs dispendiaires, l'argent que vous prélève l'État, c'est peut-être commencer déjà par prélever moins et faire en sorte que le pouvoir d'achat passe déjà par une meilleure rémunération et donc le fait de réduire les charges sur les salaires qui permettraient mécaniquement de dégager un pouvoir d'achat. D'affaiblir le modèle social aussi. Maintenant. Ce que vous appelez charges, c'est les cotisations qui permettent de financer la solidarité quand même. Les politiques sociales en France, c'est 800 milliards d'euros par an. Donc c'est à peu près 30% du budget de l'État. Ça n'a fait d'ailleurs qu'augmenter depuis des décennies dans une espèce de trajectoire folle. Et il me semble que de ce point de vue-là, bien sûr, s'il y a une baisse des charges, il va falloir faire des économies. Et Dieu sait qu'il y en a. Je vais vous donner un exemple, alors un peu provocateur, mais néanmoins significatif, puisqu'en l'occurrence Emmanuel Macron en a parlé lui-même dans sa dernière interview du Parisien. Il dit « Je suis très attaché au régime des intermittents du spectacle, dont c'est la grande fierté ». Vous me demandez quelles économies faire. Typiquement, le régime des intermittents du spectacle. Moi, je ne vous demande pas ça. Je vous demande comment est-ce qu'on fait augmenter le pouvoir d'achat des Français. Je vous réponds parce que vous baissez les charges sur les salaires pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. En parallèle, vous avez raison, il faut faire des économies sur les politiques sociales. Très intéressant ce régime des intermittents du spectacle parce que pour moi, il est symptomatique de plein de choses en France. Donc c'est un régime qui n'existe nulle part ailleurs dans l'OCDE. Oui, tout comme l'exception culturelle française. Il y a des politiques culturelles dans d'autres pays, me semble-t-il, qui représentent un quart du déficit de l'assurance chômage. Un quart pour 3% des chômeurs pour aller jusqu'à près d'1 milliard d'euros par an. Voilà, me semble-t-il, parmi les mesures, parce que je vais vous surprendre, je pourrais vous parler de l'immigration, mais là, non, moi je m'attendais plutôt aux 100 milliards de la fraude fiscale, mais je suis déçu une fois de plus. Quoi. Oui, mais bien sûr, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est parce que c'est sympa d'aller taper, vous avez un public pour ça, sur les intermittents, la fraude fiscale. Il est évident que la fraude fiscale... La contribution des plus hauts revenus. Et la fraude sociale aussi, puisque... Oui, c'est peanuts à côté, mais il n'y a pas de problème, on peut parler de tout. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas raisonnablement vendre aux Français que si demain vous traitez l'intégralité de la fraude fiscale et sociale dans la mesure de ce qui est traitable. Parce que les Français, ils fraudent 2000 €, ils sont rattrapés par les impôts, donc si, c'est assez crédible pour eux. Il faut quand même que dans ce pays, on accepte qu'il y a un argent et une dépense publique qui est mal employée. Pour moi, la démonstration la plus flagrante de cela, c'est quand même pas les régimes des intermittents, c'est l'éducation nationale. Éducation nationale, on a des budgets qui sont plus importants que la moyenne de l'OCDE, avec, pardonnez-moi, une dégradation du service dont je pense qu'aujourd'hui tout le monde a fait acte. Voilà, parce qu'on a de l'argent public qu'on injecte massivement, c'est toujours la réponse française, on augmente l'argent public au lieu de se poser la question de la manière dont cet argent est employé. Bon, les profs sont moins payés qu'ailleurs, on le rappellera quand même. C'est exactement ça le problème, c'est ça qui est délirant. Ça veut dire qu'on met plus d'argent et les profs sont moins payés que dans la plupart des pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une déperdition d'argent public, notamment dans la suradministration. C'est vrai dans l'éducation nationale, c'est vrai dans l'hôpital public. Et donc c'est vrai que, voilà, c'est une réponse un peu générale. Non, mais juste le levier sur l'inflation, c'est un sujet tellement quotidien. Est-ce que c'est mise à contribution des plus grandes entreprises de façon exceptionnelle ? Est-ce que c'est une nouvelle fiscalité avec les plus hauts revenus qui contribuent ? Très rapidement, Marion Maréchal, pour conclure.
que comment dire, des producteurs d'énergie non gaziers participent du fait des recettes exceptionnelles qu'ils avaient obtenues. J'étais pas du tout choquée par ça. En revanche, voilà, je vous dis, j'attends la réponse structurelle et je ne la vois pas. Je vois pas de cap, je vois pas de boussole. Et c'est ce qui me fait dire d'ailleurs qu'une partie des électeurs issus notamment de François Fillon qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui je pense ont été déçus sur ces sujets, notamment donc économiques, seront amenés à chercher une autre réponse dans d'autres mouvements. Merci Marion Maréchal.